Euh, Quand on parle de deep learning, le plus souvent, on fait référence à l'utilisation de l'architecture de réseaux de neurones. Et qui parle de réseau de neurones parle d'un ensemble de paramètres à optimiser. Et pour optimiser ces paramètres, il faut nécessairement utiliser des algorithmes qui sont spécialisés et ces algorithmes d'optimisation. Donc, on ne peut pas les utiliser de manière efficace sans pour autant comprendre ce que c'est exactement l'optimisation. Donc, sur cette vidéo, on va construire les bases de l'optimisation, ce qui va nous permettre d'avoir une mise beaucoup plus simple sur les cours de deep learning. Donc, on va faire une introduction pour parler de l'optimisation. Donc, c'est quoi exactement? Après, on va parler d'optimisation de premier ordre, puis de l'algorithme de descente de gradient et un petit exercice pour clôturer. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est exactement l'optimisation? Donc, l'optimisation mathématique consiste à maximiser ou minimiser une fonction. Donc, on appelle cette fonction la fonction objectif, donc f de x. Donc, on peut dire si f de x est égal à un profit, donc l'objectif, cela va être de maximiser ça. Donc, on veut maximiser le profit. Donc, le x qui permet d'avoir le f de x le plus grand possible. Donc, dans ce cas, on va parler de problème de maximisation. Donc, si f de x est égal à erreur, par exemple, donc quand on parle d'erreur, le plus souvent, on veut minimiser. Donc, ça va être un problème de minimisation. Donc, on voudrait retrouver le x qui donne le f de x le plus petit possible. Donc, le ou les points qui donnent ces valeurs optimales sont appelés des points critiques. C'est-à-dire, dans le cadre de la maximisation, le x ou bien les x qui permettent d'avoir ces valeurs optimales. Donc, on va dire que ces x sont des points critiques, de même que pour l'erreur, on va parler aussi de points critiques. Donc, pour ces courbes de fonctions convexes pour le bleu et concave pour l'orange, là, on peut voir des points critiques, donc qui sont représentés par le point rouge ici, avec la courbe de la fonction convexe et le point vert avec la courbe de la fonction concave. Donc, on peut dire que la fonction objectif f de x peut avoir plusieurs points critiques. Donc, on peut ne pas avoir uniquement un seul point critique, mais on peut en avoir plusieurs. Donc, certains sont dits optimum locaux. Donc, qu'est-ce qu'un optimum local? Un optimum local, c'est un maximum ou bien un minima. Donc, maximum dans le cadre de la maximisation, un minima dans le cadre de la minimisation. Donc, qui est maximum ou minima que dans une zone bien définie, c'est-à-dire dans une petite zone, pas dans toute la zone ou bien dans tout l'espace de définition. Donc, le meilleur de tous ces points est appelé optimum global, c'est-à-dire au lieu de définir le minima ou bien le maxima dans une petite zone, si le minima est conservé ou bien le maxima est conservé sur toutes les zones où est définie la fonction, donc là, on va dire qu'on a un optimum global. Donc, cela va être un maximum ou bien un minimum global, donc absolu. Par exemple, si on prend cette courbe, donc on a un premier point rouge qui est un minimum, donc local. Pourquoi local? Parce que le minimum, en fait, n'est pas minimum sur toutes les zones. Donc ici, on peut voir qu'il y a un point qui se retrouve dans une position beaucoup plus située en bas. Ici, on a le rouge, donc qui est en bas, mais on a un autre point qui est plus en bas. Donc ce premier point est un minimum local, mais ce deuxième point est appelé minimum global. Donc tout minimum global aussi est considéré comme un minimum local, c'est évident. Donc souvent, la fonction objectif f dépend de plusieurs variables. Donc pour ces deux exemples, on a pris qu'une seule variable. Mais f peut dépendre de plusieurs variables, donc sur plusieurs dimensions. Au lieu d'avoir f de x uniquement, on peut avoir f de x1, x2. D'accord? Supposons que f de x1, x2 c'est égal à x1 au carré plus x2 au carré. Donc minimiser cette fonction, c'est trouver les valeurs x1, x2. Donc on va trouver des paires. Ça va pas être uniquement une seule valeur, mais une paire de valeurs, donc x1 et x2, qui font que f devient aussi petit que possible. Donc, imaginons dans ce cadre, on fait une petite application pour faire de la représentation sur trois dimensions, donc avec x1 au carré, x2 au carré.
Donc, on peut représenter un ensemble de valeurs et là, on peut voir en 3 dimensions. Donc, le minimum global, ça va se retrouver à l'intérieur, tout en bas. Voilà. Donc, c'est sur cet espace considéré comme un pôle. Donc, ici, on cherche à atteindre tout simplement le fond, donc pour trouver le minimum. Donc là, on a une fonction qui prend en entrée 2 valeurs et le minimum, ça va être bien évidemment un x1 et un x2 qui permet de toucher le fond du bol. Donc, après avoir un peu compris l'approche de l'optimisation, donc qui consiste à maximiser ou bien à minimiser une fonction, donc là, essayons de voir ce que c'est que l'optimisation du premier ordre. Donc d'abord, définition de l'optimisation sans contrainte. C'est quoi exactement? On parle d'optimisation sans contrainte quand il n'y a aucune restriction sur les valeurs que X peut prendre. Donc, on peut se retrouver dans des cas où on n'a pas de contrainte sur le X, c'est-à-dire X peut prendre n'importe quelle valeur. Voilà, X peut bouger librement dans l'espace pour minimiser ou bien maximiser. Donc, si on se retrouve dans ce type de problème, on va parler d'optimisation sans contrainte. Donc, il existe plusieurs façons de résoudre ce problème d'optimisation, c'est-à-dire trouver les X qui permettent de minimiser ou bien de maximiser cette fonction. Donc, dans cette présentation, vu que notre objectif, c'est de l'appliquer dans le contexte du deep learning, on va plus se concentrer sur des méthodes basées sur les gradients, donc pour retrouver euh, les X permettant de minimiser ou bien de maximiser la fonction. Donc, l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser la pente de la fonction pour savoir dans quelle direction aller pour descendre ou bien monter, notamment en exploitant voilà, l'approche de dérivée si on se retrouve sur une seule entrée, donc une dimension. Donc, sur plusieurs dimensions, on va se focaliser sur le gradient. Donc, essayons de voir cette notion de pente, etc., de manière beaucoup plus illustrative. Donc, si on considère une fonction f de x avec x un scalaire, d'accord, donc là, on a une seule valeur à trouver. Donc, pour trouver ces points critiques, on utilise un outil fondamental. Donc, ça va être la dérivée. Si on a x1 scalaire, donc là, on peut se référer à la dérivée pour retrouver les minimums locaux ou bien maximum. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée avant de continuer? Donc, pas uniquement pouvoir calculer, mais essayons de comprendre le concept derrière la dérivée. Donc, la dérivée d'une fonction f en un point x donne la pente de la tangente à la courbe en ce point, comme c'est représenté sur cette figure. Donc, on a une fonction f qui est représentée, dont la courbe est représentée en bleu, donc la fonction x au carré. Donc, on a la tangente ici et on a le point correspondant. Donc, la dérivée va être tout simplement la pente voilà, de la tangente à la courbe en ce point. Donc, comme c'est représenté ici. Donc là, suivant le signe de la pente, par exemple, si c'est positif, là, on peut dire que la fonction f monte, donc la fonction croît. Donc là, on parle de la dérivée parce que la dérivée, ça va être représenté tout simplement après par une fonction. Donc, sur ce point, si c'est positif, on va dire que f de x est croissant, donc ça monte. Si c'est négatif, on dit que c'est décroissant. Et si c'est égal à 0, on va dire que ce point est un point critique. Donc ici, si on prend x est égal à 2, donc si on fait la représentation, donc la tangente avec x est égal à 2, donc on va se retrouver avec cette représentation. Voilà. Donc si on fait la dérivée, tout simplement, on va se retrouver avec 2x et 2x pour x égale 2, donc 2 fois 2 c'est 4, donc 4 c'est positif, donc c'est croissant. Donc, les points critiques sont les endroits où la dérivée s'annule. Donc, si notre objectif ici, il ne faut pas l'oublier, on est en optimisation. Notre objectif, c'est de maximiser, de trouver les maximums ou bien les minimums suivant le type de problème. Donc, si notre objectif, c'est de trouver vraiment ces points critiques, encore, il faudrait se concentrer sur la dérivée qui est égale à 0. Donc, si la dérivée est égale à 0, ce point est dit point critique. Donc, possibilité, cela peut être un minimum ou bien un maximum, mais on ne sait pas
a priori. Donc, trouver les points critiques, la dérivée elle-même est une fonction. Donc, la dérivée est une fonction. Si on fait f de x, c'est représenté par f' de x. C'est toujours une fonction. Donc, trouver les x pour lesquels f' de x est égal à 0. Donc, donne les points critiques, tout simplement. Donc, en gros, si on veut trouver ces points critiques, il suffit tout simplement de calculer la dérivée de x. On fait égal à 0 pour trouver ces points critiques qui peuvent nous permettre d'avoir les minimums, que ce soit globaux ou bien les maximums globaux. Donc, dérivée, pour une définition formelle, donc soit une fonction réelle f de x. Donc, la dérivée peut être représentée comme ça, c'est-à-dire ça va être la limite de h lorsque h tend vers 0, de f de x plus h moins f de x, le tout sur h. En quelque sorte, la dérivée nous donne tout simplement l'information de la croissance ou bien de la décroissance de f suivant une toute petite variation. Donc, si vous regardez bien, on dit que h tend vers 0. Donc, h est une petite valeur. Donc, si on perturbe, si on additionne h à x, donc là, on a une autre représentation, donc f de x. Si on fait moins f de x, donc on passe d'une valeur à une autre valeur. Donc, ça, c'est la différence. Et suivant la valeur de cette différence, c'est-à-dire si cette différence elle est positive, par exemple, donc on va dire que là, on a une croissance, donc la fonction croît. Si cette différence elle est négative, on va dire que la fonction décroît, etc. Si c'est égal à 0, on va dire que c'est un point critique. Donc, à partir de cette formule, on peut avoir une interprétation très claire et nette de ce que représente exactement la dérivée, qui est tout simplement un taux qu'on obtient sur une toute petite variation de la fonction. Donc, on regarde comment f de x change autour de x, simplement dans une zone très petite, donc h qui est toujours positif, donc qui tend vers 0. Donc, la dérivée f de x est donc la pente de la mer droite qui approxime f à cet endroit. Donc, quand h est très petit, la fonction f ressemble à une droite locale, donc sa dérivée est tout simplement la pente de cette droite. Et on a des formules usuelles pour la dérivée, donc f de x, si on prend une fonction f de x et c de x. Donc la dérivée d'une constante, si la fonction f par exemple est une constante, donc dérivée de f suivant, si on prend a par exemple une constante, autant pour moi, et b une constante. Donc dérivée de a suivant x, c'est égal à 0. On peut faire la même chose si on a une fonction x à la puissance n. Si on dérive, on va se retrouver avec n de x, n moins 1. Pour la linéarité, donc on peut faire a fois f de x, donc ça va être a f' de x, voilà. Et on peut avoir le produit, donc f fois g des fonctions, donc ça va être f'g plus fg'. Et pour le quotient, donc f sur g', ça va être f'g moins fg', le tout divisé par g au carré. Donc il y a d'autres fonctions courantes, notamment le logarithmique, avec la dérivée qui est égale à 1 sur x, l'exponentielle qui est égale à l'exponentielle, ça ne change pas, le sinus qui donne le cosinus et le cosinus qui donne moins sinus, et la tangente hyperbolique qui donne moins 1 moins tangente hyperbolique au carré de x. Donc pour la règle de chaîne ou bien le chain rule, donc avec une fonction composée f et g, qu'est-ce qu'on va avoir si on dérive f et g? On va avoir f'gx multiplié par g' de x. Donc après avoir vu la dérivée, et c'est dans le cas où on se retrouve avec x qui est un scalaire, donc l'approche est simple. Mais si l'entrée de la fonction n'est pas un scalaire mais un vecteur, donc dans ce cas, la dérivée ne suffit pas. Donc on va voir la notion de gradient pour résoudre ce problème. Donc quand x est un vecteur au lieu d'un scalaire, la dérivée devient le gradient, tout simplement. Donc on passe de dérivée en un gradient. Donc ici, on peut illustrer donc la fonction f qui prenait en entrée x, mais là, on a x1, x2 jusqu'à xk. Donc on n'a plus un scalaire, mais on a un vecteur. Donc pour faire cette représentation, on va appliquer ce qu'on appelle des dérivées partielles. Donc on va dériver suivant chaque élément de f. Donc on va dériver y suivant x1, suivant x2, suivant x3, suivant x4, etc.
Et si on dérive y suivant x1, donc on va considérer x2 jusqu'à xk des constantes. Si on dérive y suivant x2, on va considérer x1, x3 jusqu'à xk des constantes, etc. Donc, le gradient est le vecteur de toutes les dérivées partielles. Donc, si on veut avoir le gradient de y suivant x, donc on va dériver y suivant x1, suivant x2 jusqu'à xk. Donc, on va se retrouver avec un vecteur ici. Donc, on peut appliquer, par exemple, le chaînage des gradients. Si on a z, par exemple, qui est égal à g de y, et y qui est égal à f de x, comme représenté ici. Par exemple, on a cette relation d'ordre z qui est écrit en fonction de y et y qui est écrit en fonction de x. Donc, si on veut dériver z en fonction de x, donc pour le cas d'un scalaire d'abord, si on veut faire d de z sur d de x, ça va être quoi? Ça va être d de z sur d de y fois d de y sur d de x. Parce que si on regarde bien, d de z sur d de x ne peut pas être exécuté directement. Pourquoi? Parce que le z ne dépend pas de x. Z dépend de y. Donc, si on dérive directement z en fonction de x, on risque de se retrouver avec 0 parce que z ne dépend pas de y. Mais ce sera faux. Ne dépend pas de x, mais ce sera faux. Pourquoi? Parce que z dépend de y qui dépend de x. Donc, dans ce cas, il faut appliquer cette formule. Et dans le cas d'un vecteur, c'est-à-dire si l'entrée est un vecteur et pas un scalaire, supposons que z dépend de y1 et y2. Donc, y c'est y1 et y2. Et x c'est x1, x2 et x3. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut dériver z en fonction de x1, donc on va dériver z en fonction de yj, donc d de yj sur d de xi. Pour dire, ça va être la somme. Donc, on va dériver tout simplement z en fonction de y1 d'abord. Après, on multiplie d de y1 sur d de xi, plus d de z sur d de y2 fois d de y2 sur d de d de xi. Voilà. Donc, cette propriété, elle est très intéressante dans le cadre du deep learning parce que c'est ce qui est utilisé pour la partie rétropropagation, notamment quand on veut calculer les gradients pour mettre à jour les paramètres. Donc, prenons cet exemple voilà, avec la même figure. Si on veut calculer le gradient de z suivant x, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est simple. On va tout simplement appliquer d de y sur d de x transpose que l'on multiplie par d par le gradient de z suivant y. Pourquoi? Parce que tout simplement, le z dépend de y et le y dépend de x. Donc, y est écrit en fonction de x. Donc, on prend d de y, d de x d'abord avant de prendre gradient de y, gradient de z suivant y. Donc, cela va être représenté de cette façon. On fait la dérivée de y suivant les x d'abord avec transpose, puis on prend le gradient qui est représenté ici. Donc, ce principe est au cœur de l'algorithme de rétropropagation. Donc, on va le voir sur la partie architecture des réseaux de neurones. Donc, est utilisé voilà, pour entraîner des réseaux de neurones. C'est ce qui permet en quelque sorte de bien mettre à jour les paramètres durant ce qu'on appelle l'algorithme de rétropropagation. Donc, après ça, essayons de voir un peu la descente de gradient qui nous intéresse le plus. La descente de gradient est un algorithme simple mais puissant pour minimiser une fonction multivariée. Donc, c'est un peu complexe, cette partie qu'on a vue, comment trouver les points critiques, comment trouver le minimum, comment trouver le maximum. Donc, c'est une vraie question. Et dans certains cas, cela peut être très complexe d'appliquer les méthodes classiques. Donc, le mieux, c'est de se retrouver avec des algorithmes de descente de gradient, par exemple. Donc, ici, on a x qui est représenté sous forme de vecteur, donc f de x ici. Donc, l'idée générale, ça va être quoi avec l'algorithme de descente de gradient? Donc, pour trouver les points critiques, que ce soit un minimum ou bien un maximum, local ou global, ça dépend. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cet algorithme est itératif. Donc, cela se fait en plusieurs étapes. Donc, supposons au départ qu'on se retrouve ici. Par exemple, x est là.
Donc, pour retrouver le minimum avec cette fonction, donc il faut venir là, au point 0. Donc, il faut faire plusieurs étapes. Étape 1, update 1, update 2, jusqu'à update 3, par exemple, pour se rapprocher au fur et à mesure du point critique ou bien du minimum global ici pour cette fonction convexe. Donc, pour illustrer, supposons, qu'est-ce qu'on va faire avec l'algorithme? On va faire une initialisation d'abord aléatoire, donc de x. Donc, x, on va lui donner plusieurs valeurs. Donc, on considère ici que x est un scalaire pour être plus simple. Donc, cela se fait de la même manière pour le multivarié. Mais faisons simple. Donc, prenons x étoile. Donc, au départ, on initialise on dit que notre minimum, on le prend comme x étoile est égal à 6. Donc, c'est juste une supposition, une initialisation au départ. Donc, on va faire plusieurs itérations. Et à chaque itération, on met à jour x étoile pour faire baisser, bien sûr, le f de x. Donc, f de x étoile doit être le plus petit possible. Donc, au départ, on initialise à 6. Après, on descend à 4, à 2, à 0, etc. jusqu'à ce que f de x étoile soit le plus petit possible. On s'arrête selon un critère, c'est-à-dire un nombre d'itérations. On fait n itérations et arrêter. Ou bien on fixe un seuil. Et si f de x étoile est inférieur à ce seuil, on va dire on va arrêter. Ou bien on peut combiner les deux cas si nécessaire. Donc, il y a deux paramètres. Donc, lambda pour l'apprentissage, donc pour améliorer, faire descendre f de x étoile au fur et à mesure. Donc, cela représente le taux d'apprentissage. Et une condition d'arrêt, donc notamment le n qu'on a défini, ou bien une erreur minimale, c'est-à-dire on s'arrête si le f de x étoile est inférieur ou égal à un seuil fixé. Donc, la mise à jour d'un élément x étoile de ji, donc pour l'itération i, ça va se faire comment? Donc, si on calcule f de x étoile et aucune condition n'est vérifiée, c'est-à-dire f de x étoile n'est pas inférieur au seuil et on n'a pas atteint le nombre d'itérations. Donc, pour mettre à jour le x étoile, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le x étoile en cours, reçoit x étoile, moins lambda, donc le pas d'apprentissage qui est fixé, donc c'est un hyperparamètre. Et on va faire d de f sur d de x. Donc, on va dériver la fonction f suivant le xj qui est défini ici. Et si on le fait, là, on va se rapprocher au fur et à mesure de... Donc, l'algorithme de descente de gradient est un algorithme qui converge, bien sûr. Donc là, on va dans la direction opposée du gradient et c'est très intéressant de comprendre pourquoi. Parce que si on prend cette figure, si on se retrouve là, donc là, on monte. Si on calcule la dérivée, donc la dérivée va être positive. Donc positive, si on fait moins quelque chose qui est positif, donc on va se retrouver avec une valeur négative. Si on l'enlève sur la valeur de x, donc on va descendre au fur et à mesure. Raison pour laquelle on utilise toujours, on va toujours dans la direction opposée du gradient. Donc pour représenter l'algorithme de manière générale, formelle, donc on initialise x étoile, donc de manière aléatoire. On fait une boucle, donc pour aller de 1 jusqu'à n. Donc, à chaque fois, on calcule le gradient. Donc, dans le cadre de multivarié ici. Donc, l'exemple que j'avais donné, c'est juste un scalaire. Mais ici, pour le multivarié, on calcule le gradient de f suivant x. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Si la condition n'est pas respectée, donc on ne sort pas de la boucle, on va mettre à jour x. Donc, en prenant x, c'est égal tout simplement à x de l'étape en cours d'exécution, moins lambda, donc le pas d'apprentissage, moins le gradient de f suivant x. Donc, chaque pas suit la direction opposée du gradient, là où f de x diminue le plus rapidement. Donc, suivant que l'on augmente le pas d'apprentissage, on peut se rapprocher de manière beaucoup plus rapide, mais il faut faire très attention parce que si c'est très grand, on peut osciller, c'est-à-dire à un certain moment, on saute le minimum ou bien le maximum. Donc, l'algorithme peut osciller et ne donne pas de bons résultats. Donc, il faut prendre un bon compromis. Donc, pour un petit exercice pour illustrer, donc supposons qu'on se retrouve avec une fonction f de x1, x2 qui est égale à 2x1 au carré plus 4x2 au carré moins 10. Donc, cette fonction est convexe. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser le gradient pour trouver son minimum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc, une solution analytique, ça va être quoi? On commence par calculer le gradient. Donc, on calcule le gradient de d de f, d de x1 et d de x2. Donc, ça va être quoi? Si on dérive f suivant x1, ça donne 4x1. Le reste, c'est une constante, donc c'est égal à 0 la dérivée. On dérive aussi suivant x2, donc 8x2. Le reste, c'est égal à 0. Donc, les points critiques se retrouvent à la position égale à 0. Donc, si on pose le gradient est égal à 0, donc là, on a un système d'équations à résoudre. Donc, 4x1, c'est égal à 0, 8x2, c'est égal à 0. Donc, x1 égale 0, x2 égale 0. Donc, les points critiques, donc le minimum de f ici, donc vu qu'on a une fonction convexe, donc le minimum, ça va être au point x1, x2, 0, 0. Donc, si on remplace ici 0, 0, on va se retrouver avec moins 10. Donc, moins 10 est le point le plus bas si on fait la représentation graphique. Voilà. Ça va être le minimum en quelque sorte ici. Donc, cette approche analytique est simple. On peut l'appliquer. Donc, on se dit, si on veut résoudre un problème de maximisation ou de minimisation, pourquoi ne pas appliquer ça? Pour cet exemple, c'est très simple, mais le plus souvent, on se retrouve avec beaucoup de paramètres et ça va être très complexe et on n'a pas le plus souvent assez de ressources pour faire les calculs. Raison pour laquelle on fait référence à l'utilisation des algorithmes de descente de gradient, c'est-à-dire un algorithme itératif qui ne donne pas exactement le minimum, par exemple, ou bien le maximum, mais qui tend vers ce minimum ou bien ce maximum. Donc, en pratique, ce qui est utilisé, c'est cet algorithme de descente de gradient pour trouver les minimums. Voilà, par exemple, dans le cadre du deep learning, ça va être quoi? On a un ensemble de paramètres. L'objectif, c'est de trouver les bons paramètres pour minimiser une fonction cible. Donc, ça va être une fonction coût ou bien une fonction d'erreur. Donc, si on applique cet algorithme de descente de gradient, donc on va converger. Au fur et à mesure, on va minimiser cette fonction coût et les paramètres vont converger, vont être mis à jour pour contribuer à cette minimisation. Donc, c'est cet algorithme qu'on va le plus souvent utiliser voilà, dans nos architectures et dans nos processus d'apprentissage. Donc, c'était tout pour la partie optimisation. Et ce qu'il faut retenir, c'est juste cet algorithme de descente de gradient qui est utilisé pour apprendre les réseaux de neurones, notamment pour minimiser les fonctions d'erreur, voilà, afin de retrouver les bons paramètres au fur et à mesure. Donc, qui est un algorithme tout simplement itératif. Donc, je vous donne rendez-vous pour le cours sur les perceptrons. Merci et à bientôt.